Le lendemain du divorce, elle s'installa dans un motel bon marché avec son bébé, sans savoir que l'homme dans la chambre voisine était un millionnaire solitaire. Sous les néons froids et tremblotants du couloir du tribunal de Marseille, Claire se tenait en silence, les bras serrés autour de son bébé. Son ex-mari, fraîchement divorcé, était appuyé contre le mur, costume gris impeccable, voix basse et pleine de mépris. « Tu ne tiendras même pas une semaine seule avec ce gosse. Ne viens pas pleurer quand le monde t'écrasera, Claire. » Elle ne répondit pas. Elle ne le regarda même pas. Elle serra simplement sa fille un peu plus fort contre elle, la couverture en polaire à peine suffisante contre le froid dans l'air ou dans ses mots. Elle passa devant lui, tête haute, souffle tremblant. Il ne la suivit pas. Il n'en avait pas besoin. Sa voix la suivait bien assez. Dehors, la pluie l'accueillit comme une gifle, froide et régulière. Elle resta sous un auvent rouillé dans un parking presque vide, ses baskets détrempées, son jean lourdeau. Le bébé pleurnicha doucement, ses cris perdus dans le vent. Pas de voiture, pas de maison, personne à appeler. Son téléphone était éteint, mais même allumé, aucun nom ne valait la peine d'être composé. 5 ans à se faire dire quoi être, quoi porter, comment se faire petite pour survivre. Il ne l'avait jamais frappée. Il n'en avait pas besoin. Les blessures étaient plus sourdes, plus profondes. Il ne restait que le silence, un bébé et le bruit de la pluie. Avec ses 180 dinars restants, Claire alla un taxi et demanda à aller n'importe où, du moment que c'était bon marché et sûr. Le chauffeur la déposa 20 minutes plus tard devant un vieux motel au bord de la route, juste après une sortie de la Nationale, le Chêne Rouge. L'enseigne au néon clignotait mal, diffusant une lumière maladive sur le bitume fissuré. La chambre CETA était tout ce qu'elle pouvait se permettre pour 3 nuits. L'odeur de moisie et de cigarettes froides l'accueillit. Les murs étaient tachés, parfois écaillés. Le carrelage irrégulier glaçait les pieds. Le chauffage râlait comme s'il en voulait d'être rallumé. Une lampe terne vacillait sur la table de nuit. La couverture était fine, les draps légèrement jaunis. Une trace d'humidité brunâtre ornait le plafond en forme de main. Ce n'était pas un chez-soi, mais c'étaient 4 murs et une porte qui fermaient. Claire posa doucement son bébé sur le lit, puis s'effondra à côté. Ses bras étaient engourdis, ses pieds brûlants, et son esprit refusait de penser au lendemain. Cette nuit-là, alors qu'elle restait immobile dans le noir, écoutant la respiration paisible de sa fille devenir un léger ronflement, elle l'entendit. 3 petits coups, venant du mur derrière le lit, celui qui la séparait de la chambre voisine. Elle se figea, retint son souffle, rien d'autre, juste le tic-tac de l'horloge et le ronflement du chauffage. Un tuyau? Quelqu'un qui a laissé tomber quelque chose? Ou bien avait-elle rêvé? Elle se recoucha, resserrant la couverture autour de son enfant. La nuit suivante, cela recommença. 3 coups, doux mais délibérés. Claire se redressa. Cette fois, elle n'hésita pas. Elle tendit la main et frappa doucement 3 fois contre le mur. Elle ne savait pas pourquoi. Par défi? Par espoir? Peut-être avait-elle simplement besoin de sentir que quelqu'un, quelque part, écoutait. Et de l'autre côté de ce vieux mur mince, quelqu'un était là. Le matin suivant, Claire sortit de sa chambre peu après le lever du soleil, un petit sac poubelle dans une main, son bébé dans l'autre. L'air froid mordait à travers son pull léger. Le sol était encore humide de la pluie de la veille. Elle se pencha pour poser le sac près de la vieille benne rouillée à côté de la porte, quand quelque chose attira son regard. Un bout de papier plié, soigneusement glissé sous sa porte. Elle se figea. Il était propre, sec, placé avec soin. Claire le ramassa lentement. Son cœur s'emballait déjà. Elle ouvrit la feuille. L'écriture était nette, assurée. Si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, frappe encore 3 fois. Chambre 7B. Elle fixa les mots longuement. Sa bouche s'ouvrit comme pour parler, mais aucun son ne sortit. Elle tourna la tête vers la chambre voisine. Rideau tiré. Silence. Quelqu'un avait entendu ses coups. Claire relut le mot, encore et encore. Puis, sans un mot, elle le replia et le glissa dans la poche de sa veste. Elle ne répondit pas. Cette nuit-là, le bébé se mit à pleurer. D'abord doucement, puis plus fort. Ses joues étaient rouges, son petit corps brûlant de fièvre. Claire posa une main sur son front. C'était chaud, trop chaud. Elle fouilla son sac.
Pas de Doliprane. Pas de biberon. Elle avait utilisé la dernière dose la veille. Pas de magasin à proximité. Pas de voiture. Et la réception du motel était fermée depuis des heures. Elle serra sa fille contre elle, la berçant, murmurant des berceuses d'une voix cassée par l'angoisse. Et puis, elle se souvint du mot. Ses yeux glissèrent vers le mur. Elle tendit la main. 3 petits coups. Lents. Délibérés. Elle resta là, main contre le mur, avant de la retirer et de se recroqueviller avec son bébé, tentant d'apaiser ses sanglots comme ceux de sa fille. 1 heure passa, puis un bruit. Un froissement discret à la porte. Claire l'ouvrit. Au sol, un petit sachet de lait infantile, encore scellé. À côté, 2 doses de médicaments pour la fièvre. Pas de mots, pas de voix, pas de bruit de pas. Rien que l'air froid et la respiration de sa fille qui, doucement, se calmait contre sa poitrine. Elle regarda les produits, puis la porte silencieuse de la chambre 7B. Les larmes montèrent. Mais pour la première fois depuis très longtemps, ce n'étaient pas des larmes de peur ou de honte. C'étaient les larmes de quelqu'un qui, enfin, avait été entendu. Il avait neigé légèrement pendant la nuit, couvrant la cour du motel d'un voile blanc qui crissait doucement sous les pas de Claire. Le soleil du matin brillait faiblement, doré, faisant fondre le givre autour de la pelouse irrégulière. Claire tenait sa fille tout contre elle, bien emmitouflée dans une couverture de laine. Sa petite tête dépassait à peine, les yeux grands ouverts. Elle marchait lentement, simplement pour respirer de l'air frais. La cour était calme, bordée d'arbres nus et de vieilles tables de pique-nique. Puis, sous un érable dénudé dans un coin, elle le vit. Un homme, assis seul, grosse veste grise, jeans sombre, bottes couvertes de neige. Ses cheveux blonds foncés étaient un peu décoiffés. Il lisait, une jambe croisée sur l'autre. Malgré le froid, il semblait calme. Fatigué, peut-être, mais posé, en paix. Claire hésita, puis hocha la tête en passant devant lui. Il leva les yeux et lui adressa un léger sourire. « Belle matinée, dit-il, d'une voix profonde et calme. « Oui, enfin, ma fille en avait assez des murs. » Répondit-elle, prudente mais polie. Il regarda le bébé, qui le fixait avec une curiosité endormie. Il pencha légèrement la tête et lui sourit de nouveau, avec plus de chaleur cette fois. « Elle a des yeux brillants, dit-il doucement. On dirait qu'elle croit encore que le monde est bon. » Claire cligna des yeux, surprise par la tendresse de son ton. Ce n'était ni de la drague, ni de la pitié, juste de la bonté. Un regard posé sur son enfant comme une personne, pas comme un fardeau. Cela faisait 5 ans qu'elle n'avait pas entendu un homme parler avec une telle douceur. « Merci, » murmura-t-elle, ne sachant soudain plus quoi dire. « Moi, c'est Elias, » dit-il, refermant doucement son livre sur ses genoux. « Claire ?» répondit-elle. Ils échangèrent quelques mots encore sur le froid, le silence, les tuyaux du motel qui fuyaient lentement, puis se séparèrent naturellement, comme 2 étrangers qui avaient partagé un instant. Aucun ne demanda à l'autre où ils vivaient. Aucun ne réalisa qu'ils étaient séparés par un simple mur. Quelques jours plus tard, alors que la neige commençait à fondre et que l'air devenait plus vif, Claire traversa à nouveau la cour avec sa fille dans les bras. Le bébé pleurait, gêné par le froid, la faim ou peut-être juste par le chaos du monde. Claire jonglait tant bien que mal avec le sac allongé et la couverture. Dans le désordre, une petite mouffe tomba au sol. Elle ne s'en aperçut pas. Mais Elias, lui, la vit. Il sortait juste de derrière les distributeurs automatiques avec une bouteille d'eau quand il l'aperçut. Sans un mot, il traversa la cour. Claire, elle, berçait encore sa fille, murmurant des paroles apaisantes. Elias se pencha, ramassa la mouffe, puis s'approcha doucement. « Excuse-moi, » dit-il calmement. Claire se retourna, surprise. Il tendit la mouffe d'une main, puis la remit délicatement sur le petit poing du bébé de l'autre. « Faut pas qu'elle attrape froid, » dit-il en souriant doucement. Claire resta figée. Ce geste était si simple, si naturel, mais il la toucha plus qu'elle ne l'aurait cru. Sa gorge se serra, ses yeux piquèrent. « Merci » souffla-t-elle à peine. Depuis la fenêtre du bureau, Madame Dorsey, la gérante âgée du motel, avait observé la scène derrière son rideau en dentelle. Plus tard, alors que Claire passait à la réception pour chauffer un biberon, la vieille dame leva les yeux de ses mots croisés et lui dit doucement. Peu d'hommes remarquent ces petits détails, ma chérie. Et quand ils le font, on s'en souvient. Ce soir-là, une fois que sa fille se fut endormie, repue, la fièvre descendue, Claire s'assit au bord du lit, les bras autour des genoux. La chambre semblait plus grande que d'habitude, presque vide. La lampe grésillait doucement, diffusant une lumière pâle sur la couverture.
Le radiateur soupirait dans un coin, se mettant en marche, puis s'éteignant à nouveau. Les murs, fins et vieillissants, semblaient porter les échos des années passées, des conversations à voix basse, des rêves brisés, et peut-être quelques petits miracles. Son regard se posa sur le mur à sa droite, celui qui séparait la 7A de la 7B, le mur qu'elle avait frappé, celui qui avait répondu. Elle le fixa longuement, son cœur ralentissant. Puis elle se pencha, attrapa le petit bloc-notes qu'elle avait trouvé dans le tiroir de la table de nuit. Les pages étaient jaunies, l'encre à peine fluide. Mais ça suffirait. Claire fixa la page blanche une longue minute, le stylo suspendu dans l'air. Elle n'écrivait pas pour obtenir une réponse, pas pour chercher du réconfort. Elle avait juste besoin de dire quelque chose. Enfin, d'une main tremblante, elle écrivit « Merci pour le lait, pour le médicament, pour ne pas avoir posé de questions. » C'était tout ce qu'elle pouvait écrire. Elle plia le mot soigneusement, enfila son manteau, ouvrit la porte en silence. Le couloir était vide. Seule une lumière au plafond clignotait faiblement. Elle traversa la courte distance jusqu'à la porte de la 7B, glissa le mot sous la porte, exactement là où elle avait trouvé le sien. Puis elle retourna dans sa chambre et s'assit dans le noir. Avait-elle trop dit? Pas assez? Est-ce que ça comptait? Elle s'endormit, sa fille dans les bras, avec l'espoir discret que ce coup à la porte ne serait pas le dernier. Le lendemain matin, en ouvrant sa porte pour aller chercher un jus au distributeur, elle faillit marcher dessus. Un autre mot, plié proprement, posé au centre du paillasson. Elle le ramassa. Son souffle se coupa. J'ai connu un bébé qui souriait comme ça aussi. Il s'appelait Caleb. Claire relut la phrase. Encore, l'écriture lui était désormais familière. Sûre, même dans sa vulnérabilité. Il y avait quelque chose de lourd dans cette simplicité. Un nom dit sous ce prénom. Elle jeta un œil vers la chambre 7B. Rideau fermé. Silence. Elle hésita à frapper. À la place, ce soir-là, elle écrivit de nouveau. Mon mari ne me frappait pas. Il n'en avait pas besoin. J'avais plus le droit de mettre des robes d'été. Il n'aimait pas quand je souriais trop. Il comptait les œufs dans le frigo. J'ai oublié qui j'étais. Elle relut ces mots, entre soulagement et peur. Ses mains tremblaient légèrement. Elle faillit déchirer la feuille. Mais non. Elle la plia soigneusement, et juste avant minuit, la glissa sous la porte d'Elias. La réponse arriva le lendemain après-midi. Elle était posée comme les précédentes, près de sa porte. Mon frère a élevé Caleb seul. Moi, je travaillais sans arrêt. Je montais une entreprise. Je voulais devenir quelqu'un. Un jour, il m'a demandé de venir l'aider à visiter une maison près d'un lac. J'ai dit que j'étais trop occupé. Ils ont eu un accident de voiture en y allant. Je ne les ai jamais revus. Claire lut ces mots assis sur les marches devant sa chambre, sa fille endormie dans les bras, chaude et calme. Ce qu'elle ressentit n'était pas de la pitié. C'était une reconnaissance. La douleur des « et si », des silences, du « trop tard ». Chaque mot qu'ils s'échangeaient devenait plus facile à écrire, mais plus douloureux aussi. Comme si, peu à peu, ils déchiraient les couches qu'ils avaient formées pour cacher des plaies qui n'avaient jamais vraiment guéri. Elias écrivit « J'ai longtemps cru que je devais disparaître pour me punir. Peut-être que je le crois encore. » Claire répondit « J'ai cru que si je devenais assez petite, je serais enfin en sécurité. » Il ne signait jamais, ne posait jamais de questions personnelles. Non, que fais-tu ou d'où viens-tu? Il n'avait pas besoin de ce détail. Ce qui importait avait déjà été dit. Chaque matin, Anna voyait Élie sous l'érable dépouillé dans la cour, un livre ouvert d'une main, l'autre glissant lentement les pages. Chaque après-midi, ils se saluaient d'un hochement de tête, échangeant parfois quelques mots légers. Il la fit rire une fois avec une blague sèche sur le café douteux du motel. Elle l'avait vu sourire en retour, léger et sincère. Quelque chose avait changé pour chacun, mais aucun ne connaissait la vérité. Ils ignoraient que les mots glissés dans des papiers pliés sous leur porte venaient des mêmes mains qui échangeaient des bouteilles de jus et des paniers de linge dans le couloir. Pourtant, même sans le savoir, le mur qui les séparait avait déjà commencé à s'effacer. Le vent hurlait dehors comme un animal blessé, secouant les vitres de la chambre 6A. La neige martelait le verre, et le vieux radiateur était silencieux depuis des heures. Tout le motel avait perdu l'électricité peu après le crépuscule. Plus de lumière, plus de chauffage, seulement le froid qui s'infiltrait sous les joints de la porte et des fenêtres. Anna enveloppa sa fille dans 2 couvertures, la serrant contre sa poitrine. Le souffle du bébé était doux et régulier. Ses petits doigts s'accrochaient au tissu du sweatshirt de sa mère. L'obscurité pesait de tous côtés.
Anna saisit la bougie d'urgence qu'elle avait trouvée dans le tiroir de la table de nuit le jour de son arrivée. Elle était courte, trapue, la cire irrégulière, vestige d'années d'oubli. Elle l'alluma, la posa au pied du mur séparant sa chambre de la cibée. La flamme vacillait, projetant des ombres tremblantes sur le papier peint qui se décollait. Elle s'assit près d'elle, berçant doucement sa fille, les yeux fixés sur la lueur, sans savoir pourquoi elle l'avait placée là, seulement parce que cela semblait juste, une offrande, un signe, une prière. Puis ça se produisit. Sous le mur, à quelques centimètres de sa flamme, une autre lumière apparut. Une deuxième bougie. Sa flamme vacillait et dansait à côté de la sienne, séparée seulement par du plâtre et de la peinture. Anna fixa les deux flammes. Pas de mots, pas de coups, pas de notes, juste deux petites lueurs dans le silence d'une nuit glacée, penchées l'une vers l'autre, franchissant un obstacle trop fin pour retenir la chaleur. Elle expira un souffle qu'elle n'avait même pas réalisé retenir. Elle murmura dans le silence, plus pour elle-même que pour quelqu'un d'autre, peut-être qu'il ne sait même pas qui nous sauve. Elle sentit sa fille bouger dans ses bras, puis se calmer à nouveau. Le petit corps était chaud contre le sien, réconforté peut-être par la lumière, par le calme du cœur de sa mère. Le temps passa lentement. Le vent hurlait toujours dehors, mais à l'intérieur les deux lumières brûlaient paisiblement. Anna s'appuya contre le lit, la bougie entre elle et le mur, et imagina l'homme de l'autre côté. Était-il assis comme elle, seul, regardant la flamme? Se demandait-il si elle avait aussi vu sa lumière? Elle pressa doucement ses doigts contre le mur, là où les deux bougies presque se touchaient. Aucun son ne traversait, mais quelque chose passait. Une présence, une proximité plus forte que toute voix, plus intime que tout contact. Pendant un instant, le motel n'était plus juste une chambre bon marché au mur en papier, au plafond qui fuit. Pendant un instant, c'était un foyer, pas parce qu'il y faisait chaud, ni parce qu'il était lumineux ou meublé, mais parce qu'il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui comprenait. Deux étrangers, séparés par du plâtre, par le temps et par la douleur, assis à quelques centimètres dans le noir, uniquement par la lumière des bougies et le silence. Et dans cette absence de mots, quelque chose ne prononçait pas ça. Ce n'était ni sauvetage, ni romance, juste la véridique évidence. Tu n'es pas seul. Soudain, un cri perça le silence de la nuit comme une lame brisée. Anna se redressa en sursaut dans le noir, le cœur battant à tout rompre. Sa fille se tortillait dans ses bras, la peau brûlante et parsemée de taches, le souffle court et rapide. La chambre était étouffée par le silence, à peine perturbée par les halètements angoissés du bébé. Quelque chose n'allait pas, terriblement mal. « Ma chérie, ça va, maman est là », murmura Anna, essayant de garder le calme dans sa voix. Mais le visage de l'enfant était devenu pâle, les lèvres légèrement bleutées. Elle était en surchauffe, mais ses petits membres tremblaient de frissons. Anna attrapa le thermomètre éteint. Elle saisit son téléphone, batterie à plat. Pas de voiture, pas de moyen d'appeler à l'aide. Sans réfléchir, elle se précipita vers le mur, tomba à genoux et frappa. 3 coups. Encore, plus fort, désespéré. Puis à nouveau. « S'il te plaît, entends-moi, pense à TL. » Quelques instants plus tard, la porte de la chambre cible s'ouvrit brusquement. Ellie apparut, pieds nus, souhait à moitié zippé, le regard plein d'alarme. Il jeta un regard sur le bébé dans ses bras, puis croisa le regard terrifié d'Anna. Il ne posa aucune question. « Viens, dit-il. » Ils sortirent en courant dans la nuit glacée, la neige crissant sous leurs pas. Le SUV d'Ellie tournait déjà, il l'avait laissé chauffer, prêt à partir à tout instant. Il ouvrit la portière côté passager, aidant Anna à monter, puis se précipita dans le siège du conducteur, et démarra en criant les pneus sur la route vide. Anna serrait sa fille contre elle, son corps tremblant, murmurant « Reste avec moi, reste avec moi ». Les mâchoires d'Ellie étaient contractées, les yeux rivés sur la route, les phalanges blanches autour du volant. Il sortit son téléphone, composa un numéro de mémoire. « Tom, c'est Ellie. J'ai besoin d'aide tout de suite. C'est un bébé, pas d'assurance. Je viens à toute vitesse. » Il fit une pause, écouta. 10 minutes. J'arrive. Il raccrocha. Anna le regarda, encore sonné. Qui ça? Tom? Demanda-t-elle. Mon médecin? Souffla-t-il. Tu as un médecin privé? Il ne la regarda pas. C'est compliqué. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent en trombe devant un bâtiment moderne, épuré, sans bruit. Devant eux, une enseigne lumineuse, pavillon médical privé. Avant qu'Anna ait pu dire un mot, les portes s'ouvrirent et 2 infirmières surgirent avec un brancard. Pas de questions, pas de formulaire. Elles prirent l'enfant avec douceur, rapidement.
Anna les suivit, pieds nus et affolés, dans un couloir chaud où le personnel se mouvait avec précision. Dans la chambre pédiatrique, les moniteurs bipaient. Une lumière douce bleutée éclairait le visage de sa fille. On installa de l'oxygène, une perfusion. Une voix calme et posée expliqua tout. Pic de fièvre. Possiblement un VRS. Nous l'avons stabilisé. Anna s'écroula dans un fauteuil. Le soulagement l'envahit comme une digue qui cède. Son corps tremblait. Dans le couloir, Ellie restait là, main en poche, tête légèrement baissée. Elle sortit doucement, en fermant la porte. Il ne se retourna pas. « Ellie » dit-elle. Il leva les yeux. « Qui es-tu » demanda-t-elle. Pas avec reproche, ni peur, juste un besoin de comprendre. Son visage s'adoucit. « Je suis juste quelqu'un qui a déjà perdu un enfant qu'il aimait. Je ne laisserai plus jamais ça arriver. » Ils restèrent silencieux. Plus tard, après que la petite fut endormie, sans fièvre, Anna retrouva Ellie, assis dans la salle d'attente, le regard vide fixé au sol. Elle s'assit à côté de lui. Au bout d'un moment, il commença à parler. Mon frère s'appelait Samedi. Il était père célibataire. Un bon père. Il disait que son seul rêve était d'élever son fils près d'un lac, dans un lieu paisible et sûr. Anna l'écouta. Je lui avais promis qu'on achèterait cette maison. Il s'arrêta, avala difficilement. On devait signer cette semaine. Je l'ai retardé, évoquant une réunion avec des investisseurs. Il n'a jamais vu la propriété. Un accident de voiture, il est mort sur le coup. Son fils Caleb est décédé 3 jours plus tard. Astérisque, astérisque. La main d'Anna se posa lentement sur la sienne. Ellie ne bougea pas. J'avais tout, argent, succès. Tout ça ne servait à rien si je ne pouvais pas les sauver. Sa voix se brisa. Alors j'ai vendu mes parts, je suis parti. Je suis errant, à la recherche de quelqu'un à aider. Quelqu'un qui aurait encore une chance. Anna serra sa main. Tu as sauvé quelqu'un, murmura-t-elle. Il la regarda enfin, vraiment. Pas comme la femme d'Axe sans grave côté, ni comme la mère en détresse, mais comme quelqu'un qui, lui aussi, avait perdu, et s'en était sorti d'une certaine manière. Ils restèrent là, silencieux, côte à côte, mains jointes. Dans ce couloir d'hôpital silencieux, quelque chose changea. Une blessure qui saignait depuis des années commençait à cicatriser, non pas par des gestes grandioses, mais par un moment simple et un refus de lâcher la main de l'autre. Une semaine passa depuis cette nuit à l'hôpital. Pourtant Anna ressentait encore son poids, comme un rêve trop profond dans la poitrine. Sa fille était rétablie, souriante, gazouillant comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose avait changé en Anna, en Ellie, dans leur regard, dans leur silence partagé. Un après-midi frais, Ellie arriva en SUV et demanda doucement. « Tu m'accompagnes quelle part ?»« Juste un court trajet. » Anna hésita, puis acquiesça. La route serpentait entre pins et champs, touchée par un printemps naissant. Ils parlèrent peu. Le silence était confortable, pas gênant. Après une demi-heure, Ellie déboucha sur un chemin de gravier. L'huile de pneus crissait. Devant eux, une petite maison à 2 étages au bord d'un lac paisible. Poutres anciennes, peinture estompée mais intacte, grande véranda ensoleillée. Des carillons tintaient doucement sous la brise. Les nuages se reflétaient à la surface de l'eau. Anna descendit lentement, sa fille dans les bras. L'enfant éclata de joie, se faufila à travers la cour en riant. Anna resta immobile, émerveillée. « C'est magnifique !» chuchota-t-elle. Ellie se tenait quelques pas plus loin, main en poche. C'était la maison de mon frère. Il n'a jamais pu y vivre. Elle est restée vide depuis. Anna frossa les sourcils. « Pourquoi m'as-tu amené ici ?» Ellie hésita, puis répondit doucement. « Je crois qu'il aurait voulu que cette maison serve à quelqu'un. » Elle secoua la tête. « C'est trop, je ne peux pas accepter. Je ne veux être le fardeau de personne. »« Tu ne le es pas ?» dit-il calmement. Elle détourna les yeux. « Ce n'est pas par pitié que je t'offre ça, » ajouta Ellie. « J'ai promis à Sam de trouver quelqu'un qui avait besoin de ce qu'il voulait donner. Un endroit sûr, pas juste un toit. » Il sortit de sa poche une photo usée. Sam y était devant la maison, Caleb juchait sur ses épaules, riant. L'herbe y était haute, la scène un peu fanée, mais le visage de Sam était plein d'espoir. Je lui avais promis de trouver quelqu'un pour cette maison. Anna fixa la photo, les doigts tremblants. L'enfant avait les yeux d'Ellie. « Toi et ta fille, vous n'avez pas besoin d'être sauvés. Vous avez juste besoin de respirer à nouveau. » Les larmes montèrent, mais elle les chassa. « Je peux réfléchir ?» Ellie sourit. « Bien sûr. Prends tout le temps qu'il te faut. » Dans les jours qui suivirent, Anna retourna au motel, mais se surprit à conduire jusqu'au lac 1 fois, 2 fois, presque tous les jours.
Ellie ne la pressait jamais, mais il était toujours là, réparant un robinet qui fuit, repeignant un cadre de porte, plantant des fleurs le long du chemin. Un matin, des jonquilles fraîches trônaient dans un vase sur le plan de travail. Un après-midi, il montrait à sa fille comment tasser la terre autour d'un plant de tomates. Parfois, il restait dîner, silencieusement, avec des regards complices et de petits sourires. Ils ne s'embrassèrent jamais, ne parlèrent pas d'amour. Mais l'amour grandit quand même dans un café partagé, dans des livres lus côte à côte, sans un mot. Un soir, le soleil couchant peignit le lac en or. Anna, pieds nus sur la véranda, la fillette endormie à l'intérieur, Ellie à ses côtés tenant une tasse de thé. Elle se tourna vers lui. « On n'est pas tombés amoureux, n'est-ce pas ?» Ellie la regarda, tout en douceur. « Non, on y a grandi, comme un arbre, lentement mais solidement. » Anna posa la tête sur son épaule, yeux mi-clos. Ils restèrent ainsi longtemps, jusqu'à ce que la lumière décline et que les ombres s'allongent autour d'eux. Ellie regarda la maison aux fenêtres éclairées. Parfois, dit-il presque pour lui-même, il suffit d'un simple coup à un mur et tout recommence. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a rappelé la force silencieuse de la guérison, ou vous a simplement redonné foi en la puissance des liens humains, alors vous êtes au bon endroit. Chez Entre les lignes, nous partageons des récits émotionnels forts comme celui-ci. Des histoires qui nous rappellent que, même dans la douleur, l'amour peut grandir. Et que, même dans le silence, quelqu'un écoute peut-être encore. Abonnez-vous à Entre les lignes pour découvrir d'autres histoires inspirées de la vie réelle, qui réchauffent l'âme, vous font ressentir profondément, et parfois même verser une petite larme. Parce que parfois, il suffit d'un seul coup frappé à la porte.